Madame, Monsieur, la réélection de Donald Trump est bien plus qu'un événement politique électoral, c'est un véritable tournant historique pour les États-Unis et pour le monde. La victoire de Trump est bien plus qu'un triomphe politique. C'est une révolte contre l'établissement politico-médiatique et contre ces élites autoproclamées totalement déconnectées des réalités du peuple. Et cette victoire envoie un signe fort. Le peuple américain montre qu'il est possible de se dresser contre l'État profond, de rompre avec les tendances progressistes dominantes, de rejeter le déclin, la déconstruction, la destruction de nos nations. Le vent de la liberté s'est levé et il souffle désormais vers nous. En France, cette soif de liberté s'exprime à travers la presse alternative, avec TVL en tête de file, véritable navire amiral. TVL est un pilier du paysage audiovisuel français libre. TVL n'est ni à la botte des banques, ni à la botte d'un oligarque, d'un pays, d'un parti, d'un lobby. En échange, TVL compte sur votre soutien puissant, votre mobilisation militante en cette fin d'année où se construit son budget pour 2025. Grâce à votre aide, nous pouvons nous autoriser à voir les choses en grand, à innover, à renouveler, à avoir de l'ambition. Bref, à défendre la liberté à tout prix. Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 2 sujets, des coups de gueule et coups de cœur et 4 invités. Les 4 invités, c'est Laurent Arthur Duplessis, bonjour. Bonjour Franck. Un petit nouveau qui s'appelle Claude Janvier, et ça n'est pas un pseudo. C'est un pseudo. Janvier. Mais attention, Janvier, c'est dans le film. Oui. Et dans le film, c'est pas Janvier, c'est Jambier. Ah mince. Jambier. Oh, en okay. fait, voilà. Sinon, bonjour et merci pour l'invitation. C'est ça, et une trafic. Non, et je vends pas de la charcuterie non plus. Non. Formidable. François Martin, bonjour. Bonjour. Et Philippe Murer, alors je le présente parce qu'il a créé un mouvement qui s'appelle le Mouvement politique citoyen, dont il est le cofondateur. Cofondateur, on l'a créé à 3. Voilà. Très bien, parfait. C'est un triumvirat. Oui, c'est un mouvement collectif et non un parti politique unipersonnel. Parfait, merci beaucoup. Allez, les sujets, on va parler de Trump. Maintenant, on est sûr, il est élu, il a toutes les majorités requises pour gouverner. Et puis, on enchaînera sur un sujet qui est assez connect, c'est démondialisation, mondialisation, et puis aussi l'internationalisation, sans trop savonner, l'internationalisation du conflit russo-ukrainien. Allez, rendez-vous dans quelques secondes pour le premier sujet. Alors, premier sujet. On s'attendait à une élection de Trump ou pas d'ailleurs, très très serré, les instituts de sondage pataugeaient complètement, annonçaient des résultats extrêmement différents, et jusqu'à cette nuit, je me suis réveillé plusieurs fois pour regarder ça, personne ne savait. Et puis finalement, au bout de la ligne droite, Trump vient de gagner. Il a les majorités requises dans toutes les chambres, il a largement le nombre de grands électeurs pour être élu, donc il va être à la fois le 45e et le 47e président des États-Unis, ce qui n'était arrivé qu'une seule fois dans ce grand pays. Voilà, donc qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Et celui qui s'y colle, c'est Philippe Murer. Philippe, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça ? Alors, je veux rappeler que je regrette que la France soit aussi dépendante des États-Unis, des élections américaines aujourd'hui, en tant que gaulliste. Parce qu'on l'est factuellement sur les réseaux sociaux qui sont américains, censurés ou non par les Américains, et la guerre en Ukraine qui ne sera pas résolue par la diplomatie française, mais par la diplomatie américaine. J'espère qu'un jour, la France deviendra complètement indépendante et qu'on ne dépendra plus des élections américaines et de Trump. Mais l'intérêt est complètement faux. On a tous appris où était la Pennsylvanie, l'Arizona. Oui. Est-ce que les Américains savent où est le Lot-et-Garonne et la Loire-Atlantique ? C'est tout le problème. C'est fou. Et Trump, c'est le candidat, en tout cas, et c'est un moment très important parce que c'est le candidat de la paix en Ukraine et non de la guerre, de la liberté d'expression,
du patriotisme américain et du peuple américain. Alors que Kamala Harris, c'était la candidate de la guerre continue en Ukraine et ailleurs, de la censure des réseaux sociaux, de la fin de la liberté d'expression, de l'oligarchie et du mondialisme. Donc, c'est aussi, d'ailleurs, la victoire de la démocratie aux États-Unis contre la corruption et l'État profond, très clairement. Et pour finir, les démocrates ont instrumentalisé la justice, je le rappelle, à 10 reprises. Il y a eu 10 procès contre Trump, jusqu'en début d'année, même jusqu'en juin, où ils ont essayé d'empêcher Trump, par procès, de se présenter aux primaires républicaines, et même aux élections présidentielles. Il a d'ailleurs été condamné, mais on ne connaît pas la peine encore. Oui, ils l'ont suspendu. Et la peine qui, théoriquement, doit être proclamée dans les jours qui viennent. Il n'y a aucune possibilité qu'il se passe quoi que ce soit. Il n'y a aucune possibilité. C'est un truc assez dingue. Il n'y a normalement aucune possibilité qu'il se passe quoi que ce soit maintenant. Ouais. C'est enterré. Mais ils ont essayé de l'éliminer juridiquement. Et enfin, en plus, sans compter qu'il y a eu 2 tentatives d'assassinat contre Trump, dont on n'entend plus parler aujourd'hui. Donc mais dont il a bien bénéficié. Au moins pour celle avec la balle magique qui lui effleure... il a bien bénéficié, mais enfin, il a failli mourir. Hein. Oui, on le rappelle, quoi. Et ça très peu. Et personne n'entend plus parler de qui a commandité, pourquoi il y a eu ces assassinats, avec quelle aide, parce qu'on ne fait pas un assassinat contre un président américain pour rien. Donc c'est un moment très important qui traverse 3 perspectives très rapidement. La liberté d'expression qui va continuer en Occident, et ça c'est une excellente nouvelle pour l'Occident et pour la France en particulier, si dépendante des États-Unis. La fin de la guerre en Ukraine, parce que Trump tiendra sa promesse de fin de la guerre en Ukraine, il est obligé, et on en parlera ensuite, un changement énorme du système économique américain et donc du système économique mondial, puisque on est quand même encore dans l'empire américain. Ok. François Martin. Je ne partage pas ça forcément. Okay. La première chose d'abord, c'est que moi je pensais que Trump allait gagner largement. Je le pensais. Parce que en fait, les sondages sont très menteurs. Et en particulier, on a confondu les sondages spécifiques État par État et ce qu'on appelle les sondages populaires qui donnent le nombre d'électeurs généraux. Et quand on voit le nombre global d'électeurs, on compte le nombre d'électeurs, y compris dans les États qui sont très majoritairement démocrates, comme l'État de New York et l'État de Californie, où il y a 80% or qu'il y ait 80% ou 55%, ça change rien. Donc c'est des électeurs supplémentaires qu'on attribue à Kamala, alors qu'en fait, il faudrait enlever tout ce qui est au-delà des 55%. Donc en fait, les chiffres ont été faussés volontairement pour dire qu'ils étaient très proches. Et pour moi, l'élément qui m'a fait penser qu'il allait gagner largement, ce sont les travaux qui sont publiés par le site Real Clear Politics, qui a montré que sur les 10 thématiques les plus importantes pour les Américains, l'économie, l'inflation, le travail, la santé, etc., l'équipe Harris-Biden avait entre 55 et 70% de mauvaises opinions, et que c'était donc l'équipe la plus mauvaise de toute l'histoire des États-Unis, ou presque. Donc, ils partaient avec un fond de caisse qui était extrêmement négatif, mais évidemment, on s'est dépêché d'oublier ça en faisant monter Beyoncé, etc., Obama, etc. Ce qui était d'ailleurs un contraste incroyable. Elle est nulle, totalement nulle. Ça fait partie des choses qui ont été dites par Trump. Enfin, est-ce que vous avez regardé le débat, l'interview qu'il y a eu sur Fox? Elle n'était pas nulle du tout. Elle est totalement nulle. Elle est, dans tout ce qu'elle dit, elle est nulle. Elle n'a pas pris, à part ce débat, elle n'a pas pris un seul débat et pas une seule question. Elle n'a fait que rigoler. Enfin, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Alors, vous pensez qu'elle n'avait pas le niveau et que ça se voyait? Totalement pas le niveau. Obama le savait. Ils ont tout fait pour essayer de circuler la parole. J'ai un point à rajouter là-dessus par rapport à ce que disait Philippe. C'est que moi, je pense pas du tout que la paix en Ukraine sera aussi facile que ça. Je le développerai plus tard. Oui. Trump, par contre, Trump, il a dit qu'il le réglait en 24 heures. Hein. Il s'est piégé en disant ça, et je pense que ça sera beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est que je pense qu'il fera beaucoup plus facilement, par contre, la paix... Israël, Hamas, oui, en Israël, moi je pense, voilà. Ah, très bien. Ok, on verra ça. Laurent Arthur Duplessis. À l'appui de ce que vient de dire François, d'ailleurs je témoigne, il me l'avait dit, que Trump aurait une très grande avance. Il a été un très bon prophète.
Parfait. On va le surnommer le prophète. On va le garder pour les prochaines élections, parce que tous les 4 ans, on apprend la géographie américaine. J'accepte très modestement. Les prophètes en son pays. C'est bien pour ça qu'il est bon pour la politique américaine. Laurent. Mais il y a une chose ahurissante. Quand l'état-major du Parti démocrate dans son siège électoral a compris que c'était fichu, Kamala Harris n'est pas venue s'adresser à ses troupes pour leur adresser un mot de réconfort et d'espoir pour la suite, en disant le combat continue. Et ça, c'est typique de quelqu'un qui n'a pas le coffre pour être un chef. On sait que c'est une confirmation de ce que le peuple américain a ressenti de manière un petit peu tribale. Elle n'a pas rassuré le peuple américain. Et là, cette absence qui a choqué ses troupes, et horriblement, évidemment, elle n'est pas venue s'adresser à ses troupes. Ça, vraiment, c'est un manque de caractère phénoménal. Ça, Laurent, c'est pourquoi elle a perdu. Mais est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, pourquoi Trump a gagné ? Eh bien, moi, je peux vous le dire pourquoi il a gagné. C'est vraiment l'effet boomerang de la mondialisation qui ruine les classes moyennes. Cette inflation liée à une création monétaire échevelée et à des bulles financières qui font des super riches encore plus riches, démentiellement riches, et des classes moyennes et populaires au pouvoir d'achat complètement laminé et qui n'arrivent même plus à remplir le frigidaire. Et cette espèce d'intox de wokisme, et etc., qu'on fourre dans le gosier de tout le monde, d'autorité, et qui est répudiée par exemple par les latinos et les noirs qui ont beaucoup voté Trump. Ce qui est beaucoup plus que prévu d'ailleurs. Mais beaucoup plus que prévu. Et au point que quand les taux de vote, de fréquentation des urnes se sont montrés très élevés dès le départ de la consultation, des hauts personnages et commentateurs et personnages démocrates disaient Kamala va être élue, puisque à chaque fois qu'il y a un haut taux de participation, les démocrates sont gagnants. C'est nuisible aux républicains. Et bien là, cette fois-ci, les républicains ont profité du haut taux de participation. Mais pourquoi ? Parce que sont allés vers les urnes des hommes noirs qui votaient pas avant et puis qui se sont déplacés pour voter Trump, des hommes latinos qui ne se déplaçaient pas et qui sont déplacés pour voter Trump. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, le souvenir que Trump avait favorisé le développement de l'emploi industriel et notamment avait commencé à favoriser le développement des petits salariés, des petits salaires du temps de sa présidence. Les petits salariés avaient commencé à progresser. Deuxième chose... Les Noirs en particulier. Oui, exactement. Et il avait pris beaucoup de mesures, justement, pour les types qui sortaient de prison. Oui, excusez-moi, je vous interromps, mais entre vous deux, il y a un fil qui s'est tiré, et ça me rappelle ce qui avait été dit au moment de l'élection de Clinton, c'est « It's the economy stupid ». Il y a aussi une chose très importante c'est l'économie qui est que n'a pas dit Laurent, c'est les flux d'immigration. Oui. Les flux d'immigration qui sont de 10 millions de personnes, c'est-à-dire des mêmes flux, voire plus élevé qu'en France relativement, 10 millions de personnes en 4 ans. Ouais. Et ça a eu un effet sur l'économie aussi, parce qu'il y a eu 4 millions de créations d'emplois aux États-Unis en 4 ans. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a eu 5 millions de créations d'emplois pour les immigrés, les gens qui sont non natifs, et 1 million de pertes d'emplois pour les Américains. Donc non seulement il y a l'écrasement des salaires dont parlait Laurent, par la mondialisation, par l'appel d'air des immigrés, et en plus, les Américains perdent leur travail. Ce que disent les Américains surtout, et moi j'en ai discuté avec des amis américains dont l'un m'a dit « Mais en fait, tu te rends pas compte, mais c'est l'inflation ici. » Bien sûr. Et l'inflation leur a beaucoup porté préjudice. Et ils le voient concrètement dans le panier de la ménagère, on va dire. Et en plus de ça, les latinos qui sont arrivés il y a déjà quelques décennies ou même il y a 10 ans, ne veulent pas être submergés par les nouveaux migrants. Ça, c'est paradoxal quand même. C'est comme les Comoriens qui votent Rassemblement National. Parce qu'il y a des migrations intensives aux Comores et ils votent Rassemblement National et ils accueillent Marine favorablement. Alors c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans le cerveau des classes dirigeantes. Il y en a un qui n'est pas intervenu,
qui est d'ailleurs un spécialiste, alors parce que j'ai complètement oublié de citer vos 2 livres, Claude, hein, j'en suis vraiment, j'en suis confus. Mais en gros, vous avez fait... Rappelez-moi votre nom. Oui, enfin, vous me passerez le chèque aussi en même temps. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, Claude Janvier, vous avez écrit ou coécrit 2 livres sur les États profonds au niveau mondial et au niveau français. Voilà. Absolument. Hein, qui sont tous les 2 issus des collections de K Éditions. C'est cela. Parfait. C'est tout à fait cela. Et vous, quel est votre regard sur l'élection américaine? Pourquoi Trump a gagné, en fait? Mais je pense que Trump a gagné parce que si on prend la situation économique aux USA, elle est loin d'être belle. Comme le disait Laurent à côté de moi, effectivement, il y a de l'inflation, mais il y a aussi 100 millions de pauvres aujourd'hui aux USA pour 360 millions d'habitants. En réalité, moi, je suis allé aux États-Unis quelques fois par le passé. Je suis allé à Los Angeles et je n'avais encore jamais vu des tentes sur Hollywood Boulevard, à même le sol, avec une rangée de SDF, tout comme en France d'ailleurs, hein, et tout comme en Europe. Donc je pense que là... Sauf que là-bas, ils n'ont pas de protection sociale. Les gens sont vraiment laissés à eux-mêmes. Ah, mais ils sont laissés à eux-mêmes. Hein. Alors heureusement, il y a quand même des organisations caritatives, mais c'est loin d'être... le rêve américain, en réalité, se transforme de plus en plus en cauchemar américain. Oui, et pourtant, c'est un pays qui reste très attirant. C'est un aimant pour toute l'Amérique du Sud, toute l'Amérique centrale, ouais, et le reste du monde. Hein. Oui, le reste du monde, je commence à me demander quand même. Il y a quand même des pays qui, de moins en moins, ont envie d'aller faire un petit tour aux USA. Mais... Donc en fait, il a gagné parce que je pense que la majorité du peuple américain commence un peu à se dire qu'il est grand temps de changer. Et effectivement, changer quoi? Changer un peu. Trump, la politique de son précédent mandat, c'était American First, si on se souvient bien. Okay. Et en réalité, je pense que les Américains ont envie effectivement de cette politique-là, c'est-à-dire American First, de penser d'abord eux-mêmes avant d'aller garroyer aux 4 coins du globe, etc. Donc ça annonce un repli de l'Amérique. Au moins un repli. Alors ça c'est à souhaiter parce que Trump quand même, je le rappelle. Pourquoi ça souhaiter Parce que moi, pardon, vous m'étonnez messieurs, il y a une chose, vous n'avez pas parlé des répercussions sur nous, les Français, et en Europe. Nous on va pas bien, de toute façon on est pris en tenaille. Nous on va pas bien. Nous on est pris en tenaille. Nous on est foutus entre une économie russe florissante, contrairement à ce que monsieur Bruno Le Maire voulait, il nous en a rabattu les oreilles comme quoi l'économie russe était au plus bas, pas du tout. Aux États-Unis ils vont pas bien, mais ils vont quand même un peu mieux que nous. Nous, en Europe, c'est quand même une grosse catastrophe. Nous avons une inflation en ce moment en France, je le rappelle, on est à peu près à 20% d'inflation dans l'alimentaire, hein, si vous allez faire beaucoup. Oui, mais globalement, l'inflation en France est en train de descendre au-dessous de 2%. Hein. Oui, il y a toujours... les prix restent très hauts. De toute manière, l'inflation, c'est un effet de taquet. Une fois qu'on a dépassé ce taquet, on vient... plus que 2%, mais ils ont déjà monté de 20. Et puis, il y a aussi quand même un chiffre en France. Nous, on l'avait mis en exergue avec mon ami Jean-Louis Zambert quand nous avions écrit ensemble « Le virus et le président ». 15 800 000 pauvres en France, ce chiffre documenté, sur 32 millions d'actifs. C'est énorme, 15 800 000 pauvres. Donc finalement, c'est des proportions qui sont assez similaires avec celles des États-Unis. Peut-être un petit peu plus faibles, mais globalement... Voilà, et le problème, c'est que nous, on ne se réveille pas. On a des dirigeants qui nous enfoncent de plus en plus au fond de l'abîme. Et en fait, la bonne question, c'est quand est-ce qu'on va arrêter de remettre les clés aux USA de notre pays, parce que ça c'est la bonne question. Vous rejoignez Philippe Murer. Hein. Laurent Arthur Duplessis, quelques mots. Oui, quel que soit le dirigeant d'ailleurs, ça aurait été Kamala ou Trump, c'est la même chose, ça dépend de nous. Ça c'est intéressant parce que, en fait, beaucoup disent que ce soit Trump ou Harris, finalement, la politique, elle aurait été à peu près la même, c'est-à-dire se tourner vers l'Asie. Oui, non, pas du tout. Pas du tout. Et mettre un stop à pas du tout la Chine. Même. Parce que Trump n'a fait aucune guerre sur son premier quinquennat, contrairement à Biden, ses premières 4 années. Il ira beaucoup moins vers la guerre, et j'espère vers aucune guerre, et il finira la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est fondamental. Et la deuxième chose, c'est que Trump va mettre des droits de douane de 10% qui vont affecter l'économie européenne, de 10% vers l'Europe. Donc c'est de la démondialisation économique qui continue, qui s'accélère avec Trump. Donc c'est pas du tout la même chose sous Kamala. Et puis l'autre chose pour nous... Le basculement des États-Unis vers l'Asie, non, pas du tout. Il a commencé il y a 20 ans. Mais oui, mais là, ils se battent contre la Chine plutôt que et contre les BRICS. Donc ils sont pas en basculement. Ils
ils ont besoin des Européens, ils les ont vassalisés, mais ils ne sont pas basculés vers l'Asie. Ils essayent de se battre pour préserver leur pouvoir. Je vous ai coupé la parole, Laurent. Oui, il y a une chose qui est claire, c'est que les pays d'Europe actuellement sont les pigeons de la planète. Ce sont, on peut dire, les idiots du village. Oui. Ils sont dans la béatitude oblative. Ils sont ouverts à tous les vents. Et ils disent merci à tout. Oui. Alors, c'est vrai... Même s'ils commencent à augmenter les droits de douane contre la Chine et les voitures chinoises. Très faiblement, très timidement. Enfin, par rapport aux États-Unis, c'est plus faible. Très timidement. En même temps, il y a une législation européenne. On nous avait dit que l'Union européenne allait nous permettre de nous mesurer aux géants américains, chinois, etc. Or, il y a une législation européenne qui interdit certains regroupements industriels qui permettraient de rééditer l'exploit d'Airbus ou d'Ariane, etc. Et puis, on a cette politique imbécile vis-à-vis de la Russie qui fait qu'on a multiplié par 3 ou 4 le prix de l'énergie des pays d'Europe, ce qui met sur le flanc notamment, entre autres, l'industrie allemande, et pas seulement par effet domino les autres. On commence à voir les effets sur l'économie allemande. Et donc l'Europe actuellement tombe comme une pierre, avec une recherche et développement atrophiée, des gains de productivité absolument anémiés, et donc l'Europe... L'Allemagne qui sombre. L'Allemagne qui sombre, et donc... L'Allemagne, on l'a déjà vu rebondir. Hein. C'est un pays qui a beaucoup de ressources. Elle ne rebondit pas du tout. Elle paye son énergie elle rebondit, 4 elle fois va plus peut-être. cher, donc elle rebondira pas si elle continue à être enfoncée avec des plombs dans les pieds. La production industrielle allemande a baissé de 15% en 7 ans, et c'est structurel depuis 2017. Donc c'est des événements gigantesques. Volkswagen qui ferme des usines, Bayer qui transfère... C'est parce que c'est son modèle économique qui est en cause. Son modèle économique d'exportation vers la Chine. Et démographique. Le modèle économique de l'Allemagne qui est en cause, et le modèle démographique, parce que l'Allemagne, si elle n'avait pas eu l'Allemagne de l'Est et l'immigration, elle est en décroissance démographique depuis 40 ans. Et en fait, là maintenant, les choses arrivent à échéance et on les voit. En refusant le gaz russe et le pétrole russe, l'Allemagne s'est tiré une balle dans le pied. C'est d'une évidence absolue. Elle n'avait guère le choix entre nous. On a toujours le choix. On a toujours le choix. En réalité, se tirer une balle dans le pied comme fait l'Allemagne, et comme on fait nous aussi d'ailleurs, mais l'Allemagne encore plus, c'est complètement ridicule. En plus, ils n'ont pas de centrale nucléaire pour produire de l'électricité, donc ils produisent de l'électricité avec des centrales thermiques qu'ils ont réouvert au charbon, enfin c'est n'importe quoi. Les éoliennes qui produisent très peu d'énergie, et ils ont refusé le pétrole et le gaz russe. Moralité de l'affaire, il y a BASF qui est en train de partir aux États-Unis, etc. L'énergie 3 fois moins chère. Oui, voilà, bien sûr. Alors moi, je voudrais faire un tout petit peu de perspective par rapport à Trump, en disant développant ce que je disais tout à l'heure. Je pense que contrairement à ce qu'on pense, il fera beaucoup plus facilement la paix en Israël, Palestine, que en Russie. Il fera la paix en Palestine parce que on a théâtralisé la relation entre Netanyahou et les États-Unis en disant que les États-Unis essayent de retenir Netanyahou et que Netanyahou est inarrêtable. Mais c'est faux. C'est faux, parce que l'armée américaine, elle est totalement à l'intérieur du système israélien. La meilleure preuve, c'est que l'attaque sur l'Iran qui a été faite par les avions, il y avait, je crois, 300 avions. Tous ces avions israéliens ont dû être ravitaillés. Et les ravitailleurs sont américains. Alors, ils peuvent pas dire, attends, on n'arrive pas à arrêter Netanyahou, alors que c'est eux-mêmes qui montent les opérations, qui financent et qui livrent les armes. Mais de quelle manière Trump peut-il agir sur ce conflit ? Au lieu de théâtraliser, il va dire à Netanyahou, c'est fini. Voilà, t'as plus d'argent, t'as plus d'armes. Le lendemain, Netanyahou va dire, on est prêt à faire la paix. Puisqu'en fait, on a théâtralisé un système qui arrange le système, globalement, le système militaro-industriel. J'entends votre projection, mais Trump n'a rien annoncé de tout ça. Il a été assez peu prolixe sur ses intentions. Mais c'est le contraire. Tu n'as pas écouté ce qui a été dit. Il a été soutenu à fond. Mauvais élève, c'est moi. Je vais te le dire. Il a été soutenu à fond par la communauté musulmane dans le Missouri. Est-ce que tu penses qu'il aurait été soutenu à fond par la communauté musulmane s'il leur avait pas dit je vais arrêter la guerre en Palestine? C'est évident.
C'est évident. Et comment il va s'en sortir? D'abord, les Israélites américains ont très peur de ce qui est en train de se passer à cause de Netanyahou, parce qu'ils voient qu'ils vont avoir une tache sur leur costume pendant 100 ans. On va leur dire « You are a genocide Jew ». On appelait Biden Genocide Joe pendant la campagne. Absolument. Pas oublier ça. Le type qui s'est immolé par le feu, le soldat américain, était un juif qui s'est immolé par le feu. Donc la communauté juive ne suit pas. Par contre, ceux qui soutiennent Trump et qui devaient convaincre, c'est la communauté, c'est sa communauté, comment ça s'appelle Musulmane Non, pas les musulmans, mais les chrétiens évangélistes. Oui, les évangéliques. Et il a dû leur dire, ça peut pas continuer, c'est sans issue, il faudra faire la paix. Il les a convaincus, il y a eu un deal. Très pro-Israël et très anti-Hamas. Oui, il va leur dire, on va sauver d'Israël en sacrifiant Bibi. C'est ça qu'il leur a dit. Il a passé un deal. Parce que sinon, donc je pense que il suffit qu'il ferme le robinet pour que ça se passe depuis le début. Donc je pense qu'il va y arriver. Par contre, le caractère de Trump, qui a un caractère plus trempé que Biden, il a va faire simplement qu'il va oser le il n'a dire. pas un caractère plus trempé, il a simplement la capacité de faire le choix, ce que l'autre n'a jamais fait, parce qu'il est entre les mains des lobbies américains qui vendent les armes. Par contre, et je termine là-dessus, par contre, je pense que ça va être beaucoup plus difficile avec la Russie, parce que la conception américaine et la conception russe de la paix n'est pas du tout la même. Pour les Américains, on transforme une ligne, un rideau de fer qui était ensuite un rideau de feu, en un rideau, coréen, c'est-à-dire une non-belligérance, mais l'Amérique conserve la main sur l'Europe. Sur l'Ukraine, tu veux dire. Sur l'Europe et surtout sur l'Europe. Mais Trump, je veux dire, Poutine, il veut pas ça. Poutine, il veut la paix, il veut l'arrêt des sanctions et il veut qu'on lui rende les 300 milliards qu'on lui a piqués, avec les intérêts. Ce qui n'est pas prêt d'arriver. Mais si on lui donne pas ça, il va continuer. Et il va continuer et il va feuilletonner la chute de l'OTAN. Or, qu'est-ce qu'a fait Trump? Il a dit en 24 heures, je vais arrêter. Si la négociation dure un mois, qui c'est qui va passer pour un couillon? C'est Trump, puisqu'il a dit j'arrête. Si ça dure 3 mois, chacun si sait ça que dure Trump, 6 c'est mois, un peu le roi de la forfanterie. Donc non, c'est pas. Dans une négociation, c'est celui qui s'engage qui est le perdant. Voilà, surtout sur le délai. Laurent Arthur Duplessis, ce sera le mot de la fin. Je crois que pour le dégagement de l'OTAN par les États-Unis sous l'égide de Trump, à mon avis, on se fourre un peu le doigt dans l'œil. Il y a un complexe militaro-industriel américain qui a besoin de l'OTAN. L'OTAN s'enfourne à ras-le-bord des F-35, du matériel américain. Que deviendra l'industrie militaire américaine s'il n'y a plus d'OTAN? Que deviendra l'industrie militaire américaine si les Européens se réveillent parce qu'il n'y aurait plus d'OTAN et qu'ils se mettent à s'autonomiser sur le plan de l'industrie militaire? Il n'arrêtera pas dans ce cas. Donc il n'arrêtera pas. Il n'arrêtera pas. Je suis de ton avis. Je suis de ton avis. Il n'arrêtera pas. Et ça ne va pas faire l'affaire du tout de Poutine, ça. Et en effet, il y a une force d'inertie systémique de ce système militaro-industriel américain qui est d'une telle puissance que Trump n'arrivera pas à contrer ça, sauf à se faire assassiner parce que... Moi, je vous trouve, les deux géopolitologues, beaucoup trop pessimistes. Trump s'est engagé pour la paix, il fera tout pour la faire. Poutine... Attends, laisse-moi parler. Quelle paix? Je peux dire Messieurs, on est en train de déborder. Poutine aussi a tout intérêt aussi à la paix. Et après, il y aura des conditions, il y aura des négociations, mais les deux ont intérêt, à mon avis, à la paix. Et la paix... Si je peux me permettre... Non, c'est fini. Excusez-moi, Claude, je suis désolé, c'est fini. On est à plus de 6 minutes de débordement. Dans tous les cas, ces sujets, on va les réaborder. L'histoire de la paix avant l'institution de Trump, c'est janvier 2025. On aura le temps de revenir sur tous ces sujets. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. À tout de suite. Allez, rebonjour, deuxième sujet. Alors, deuxième sujet, c'est la démondialisation. En fait, qu'est-ce qu'on constate? On constate une réhabilitation des barrières douanières. Des barrières physiques aussi. On voit un vrai découplage qui est en train de s'affirmer entre les économies américaines et les économies chinoises. Et parallèlement à ça, il y a une forme d'internationalisation du conflit ukraino-russe. Les Iraniens sont dans la danse. Plus surprenant,
les Coréens du Nord ont envoyé des hommes sur le terrain. Il y en aurait une douzaine de milliers. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que tout ça, c'est lié? Démondialisation et internationalisation du conflit. Laurent Arthur Duplessis. Alors, la démondialisation économique, elle est, comme vous venez de le décrire, tout à fait réelle. Il est certain que les peuples d'Occident, maintenant, en ont assez d'être les dindons de la farce de la mondialisation, notamment les classes moyennes et populaires occidentales. Et ça, on le voit très bien par la montée des votes dits populistes, qui sont des votes populaires, aussi bien dans les pays d'Europe qu'aux États-Unis. Et l'événement électoral américain de cette nuit en est la démonstration éclatante. C'est vraiment la révolte des classes moyennes et populaires américaines contre les oukases mondialistes d'une classe dirigeante hyper financiarisée, hyper mondialisée, et totalement anationale. Je dirais, elle n'est même pas anti-nationale, elle est anationale. Vous saluez ce mouvement-là, de démondialisation. Je salue assez relatif pour le moment quand même. Ce mouvement-là, dans la mesure où ce mouvement de démondialisation est en même temps un mouvement de déracinement, un mouvement de destruction des identités nationales et un mouvement, en réalité, qui n'est pas producteur, je dirais, d'épanouissement et de bonheur pour les peuples. Les peuples ont droit au bonheur, comme disait déjà la Révolution, mais le bonheur des peuples, il passe par leur identité et la préservation de leur identité. La notion de préservation de l'identité a été mise au banc de l'échelle des idées par les élites dirigeantes occidentales qui ont voulu nous faire croire que préserver son identité, c'était un archaïsme, une arriération mentale et un signe de déficience du quotient intellectuel. Et d'ailleurs, on nous explique que finalement, le vote de Trump, c'est le vote des sous-diplômés, c'est-à-dire ceux qui sont à gauche de la courbe de gauche. Mais c'est plutôt la vérité, c'est plutôt la vérité pour les démographiques que l'on a sur Trump. Alors, c'est plutôt les petits blancs, on va dire. Cela dit, il y a un gros sous-entendu là-dessous, c'est-à-dire qu'en fait, le vote Trump, c'est le vote des crétins. Vous avez raison. C'est le vote des déficients intellectuels. C'est sous-tête. Et donc, ces déficients intellectuels, il faudrait peut-être leur retirer le droit de vote, peut-être. Intéressant. Parce qu'au fond, ils faussent le jeu démocratique. Parce qu'ils ne comprennent pas où est leur bien, ces pauvres gens. Donc, il y a tout le retour du suffrage censitaire, quoi. Oui, c'est le retour du suffrage censitaire, de la pairie, etc. On revient à Louis-Philippe, etc. Donc, on sent bien cette espèce de mépris des élites médiatico-universitaro-politiques pour les couches populaires. Ils sont censés les diriger et les aimer, et ils les méprisent. Mais on reparle de la démondialisation. Est-ce que cette démondialisation, elle est véritable ? Parce que oui, on voit bien ce qui se passe entre la Russie et la Chine. On voit bien les barrières douanières qui s'élèvent aux États-Unis. Trump va encore les renforcer. Mais est-ce que globalement... Il l'avait fait, Trump. Il l'avait fait. Avec la hausse des tarifs. Biden l'avait suivi, mais même d'ailleurs, Biden avait continué. Bien sûr. Et en fait, ça se passe réellement puisqu'on voit que le commerce de la Chine et des États-Unis se rééquilibre un peu. La balance commerciale américaine s'améliore avec la Chine, donc c'est fondamental. Et c'est d'autant plus fondamental que cette mondialisation économique, rappelons-le, elle a été voulue et imposée par l'Empire américain. Et pour le plus grand malheur des peuples américains et européens. La mondialisation a été voulue par les Américains ? Ah bah oui, en 1970, ils décident de la mondialisation. Mais la mondialisation, c'est bien plus ancien que ça. Alors, la mondialisation, ça a environ 200 ans. Non. Le début des échanges. Il y a eu des grandes phases de grande masse. Tu sais, les Américains, par exemple, tout le 19e siècle, le PIB est multiplié par 32. Pourquoi ? Parce qu'ils gèrent en protectionnisme et ils montent leur industrie en protectionnisme. Donc il y a eu des phases de mondialisation, de démondialisation. On est dans une phase depuis 50 ans de mondialisation, on devrait dire de globalisation économique, qui a été voulue par les Américains. Vous faites une nuance entre globalisation et Oui, il y a une petite nuance, mondialisation. c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de passif, c'est une volonté politique de faire du libre-échange et de signer des accords de libre-échange. Quand Nixon va en Chine voir Mao, en fait, il signe et il montre le début de la voie de la Chine qui s'intègre dans la mondialisation.
mondialisation économique. Donc c'est quelque chose de fondamental. Mais ça fait le malheur des peuples et des nations européennes et occidentales. C'est pour ça qu'on est dans cet état, parce que ça a détruit la prospérité des Américains et des Européens. Vous nous annoncez une ère de prospérité et de bonheur ? Bien sûr, parce que le protectionnisme, c'est le développement économique de chaque pays. C'est la liberté du développement économique et c'est beaucoup plus de richesse. Toutes les phases de protectionnisme sont des phases de richesse. D'ailleurs, Franck, la Chine n'est-elle pas le meilleur exemple ? La Chine, dans cette période de mondialisation, est le pays qui s'est protégé, qui a fait du patriotisme économique, du protectionnisme. Et c'est très dur de rentrer. Il faut aller là-bas pour produire. Donc, ils font du protectionnisme. Quel est le pays qui a le plus augmenté économiquement, de façon même stratosphérique ? C'est la Chine. Et l'Asie du Sud-Est, qui, elle aussi, est protectionnisme. Mais parce qu'il s'est passé en Chine, ce qui s'est passé aux États-Unis au 19e siècle, il y avait à amener une grande masse de la population vers l'alphabétisation et ensuite vers la prospérité. Et donc, il y avait un marché intérieur qui s'est développé de manière spectaculaire. Qu'ils ont développé. Il y a plein de pays qui ont des marchés intérieurs à développer, qui n'ont jamais réussi à les développer. Eux ont fait l'alphabétisation. D'ailleurs, c'est par le communisme en Chine et par le capitalisme aux États-Unis. Et ils sont arrivés par deux moyens différents, mais par du protectionnisme à chaque fois, à développer l'industrie, la prospérité et la puissance économique. François Martin, quel lien vous faites entre démondialisation et internationalisation du conflit russo-ukrainien? Il y en a un ou il n'y en a pas ? Je ne fais pas de lien, moi. Je pense que la question n'est pas bien posée sur ce plan. Parce que démondialisation... Ça fait 2 fois que le mauvais élève Tanguy se fait taper sur les doigts par le prof Martin. Tu commences à me connaître parce que je te dis ça une fois par séance en général. Absolument, c'est tout à fait vrai. C'est ma façon de répondre. Non, démondialisation certainement. Et je vais même aller encore plus loin. C'est-à-dire, on voit que les grandes chaînes de valeur étaient les chaînes mondiales était organisé par les forts, pas par les faibles. Moi, je dis chaque fois que j'étais dans plus de 100 pays, jamais j'ai rencontré un petit pays ou un pays faible qui me disait qu'il était pour le libéralisme. C'est toujours les gros, parce qu'on te dit toujours, moi, je suis là pour vendre chez toi, mais toi, tu vends pas chez moi. Ouais. C'est ça le libéralisme. Ouais. C'est pas ou je t'achète ton énergie à bas prix. Voilà, c'est ça. C'est du moment que tu tais et que t'achètes. Donc ces chaînes de valeur sont aujourd'hui brisées. Cette financiarisation dont parle Philippe, qui s'est développée surtout à partir de Reagan et même avant à partir de Nixon dans les années 75 lorsqu'il a passé ce deal avec les Saoudiens en leur disant maintenant tout sera payé en dollars. Donc en fait, ils ont dollarisé ensemble le monde entier. Donc voilà, tout ça... Dollarisation qui reste très forte. On sait que derrière la puissance économique, il y a toujours la puissance militaire. Bon, on sait comment s'est construit l'Empire romain. C'est-à-dire, quand j'ai un budget militaire de 900 milliards, c'est plus facile de faire du commerce avec les gens qui en ont besoin et qui sont petits, plutôt que... Donc tout ça revient en arrière, c'est évident. Et en plus, je dirais que ça rajoute un élément, c'est que du coup, les capitalistes vont redécouvrir les marchés, les bases de la pyramide, parce qu'on a complètement laissé tomber. Mais il y a énormément d'argent à faire en développant ce qu'on appelle les bases de pyramide. Autrement dit quoi, la production locale, bien sûr, et le microcrédit, etc. François Martin, ça vous fait tomber. Un hyper européen, ça, puisque la base du marché pour la France, ça va être l'Europe. Non. Donc tout le monde va favoriser les ventes et les achats intra-européens. La base de la France, ça sera la France. Mais bon, je vais pas développer. Mais LVMH ne fait rien s'il reste en France. Total ne fait rien s'il reste en France. Il n'y a pas que LVMH, justement. Peugeot non plus. Tu tombes dans ce travers. Michelin. Il n'y a pas que Total et Michelin. Produit beaucoup moins en France. Et tous les petits producteurs... Aujourd'hui, moi je connais bien le secteur agricole, on a démembré complètement tout le système de la petite industrialisation agricole. C'est fondamental ça, aujourd'hui. Les agriculteurs sont 1,5% de la population active. C'est absolument anormal ça quand on voit ce que ça représente. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que bon, là on est d'accord sur la question de démondialisation économique, mais je vois absolument pas en quoi ça entraîne une mondialisation des conflits. Je pense qu'on va au contraire vers une démondialisation des conflits, et surtout si Trump passe, on vient de dire juste avant qu'il allait vouloir, moi je pense que ça sera pas
si facile, mais qu'il allait arrêter les guerres. Et je pense qu'il va s'y étendre. Donc, la mondialisation, je pense qu'il va essayer de le faire. Je pense que la mondialisation financière allait avec la mondialisation des conflits. Mais l'inverse est vrai aussi. L'empire, c'est la guerre et les nations, c'est la paix. Moi, il y a une chose qui moi, il y a une chose qui me paraît pas juste dans votre raisonnement, c'est que s'il y a démondialisation relative des échanges, il y a une mondialisation de l'information. La présence d'Elon Musk à côté de Trump et du réseau X qui remplace Twitter, c'est bien la preuve que l'information, elle circule au niveau mondial et que ça, on n'est pas prêt de l'arrêter. Mais alors, qu'est-ce que ça va voir avec la guerre? Ça, c'est très bien que la culture et l'information circulent, c'est bien. Par contre, quand c'est l'économie qui est mondialisée et financiarisée, là, c'est l'appauvrissement des gens. Claude Janvier. Je pense que le problème aussi, c'est que ce qu'on oublie, c'est qu'on est de plus en plus dirigé en Europe, et les États-Unis, c'est pareil, par des technocrates. Le problème, il est là. Déjà, malgré les élections et malgré... Je vais y revenir sur ce point. En fait, sur la démondialisation de l'économie et abolir, et renforcer plutôt les taxes douanières, je ne peux être que d'accord, puisque l'Europe, on s'est fait pilonner, et je rejoins un petit peu... pilonner et piller. Pilonner et piller par tous les accords de libre-échange, Mercosur, CETA, GEFTA, UE Nouvelle-Zélande et récemment l'Ukraine. Il faut quand même pas l'oublier parce que depuis le printemps 2022, il n'y a aucun de droit de douane de toutes les marchandises qui arrivent, qui partent d'Ukraine et qui arrivent en France. Ça, c'est une manière de soutenir l'économie ukrainienne. Ouais, mais enfin, on est envahi par du poulet. On est envahi par du poulet ukrainien bas de gamme par le milliardaire, je sais plus son nom, Yuri Kozyuk, excusez-moi pour la prononciation, et les importations de volailles ukrainiennes, j'ai mes petites notes là en Europe, elles ont bondi de 137% quand même depuis 2022. Quant au roi du poulet, donc le fameux milliardaire ukrainien, lui il siège à Chypre. Donc c'est vrai que là, l'Europe, on est pris en tenaille par tous ces accords qui en fait ne nous favorisent pas et ne favorisent pas les agriculteurs, etc. Bien évidemment. Ils sont pris aux abois. Mais le problème est que nous sommes de plus en plus, c'est vrai, dirigés par des technocrates, parce que qui dirige en réalité Bruxelles en tant que capitale politique, ce sont des commissaires qui ne sont pas élus par le peuple et qui se permettent d'élire une présidente tout à fait légitime à sa tête, qui s'appelle Madame Ursula von der Leyen. Mais en France, récemment, j'ai eu la chance de mettre la main sur des documents grâce à un ami avocat qui me les a envoyés. En France, est inscrit depuis le 20 septembre 2024 au journal officiel la Direction Générale de la Mondialisation au sein du Quai d'Orsay. Mais en quoi c'est un problème? Parce que vous nous avez fait passer ce papier. Mais si, c'est un énorme problème. Que le Quai d'Orsay prenne en compte la mondialisation, j'ai presque envie de vous dire, c'est dommage que ça n'existe pas depuis 20 ans. Oui, mais attendez, ce qui complique, c'est que si vous regardez bien le document que je vous ai envoyé, eh bien, il est donné tout pouvoir à des technocrates complètement inconnus du grand public qui peuvent signer à la place du ministre tout ce qui est acte, décision et notification. Ça veut, en matière de quoi est-ce nouveau? C'est nouveau parce que moi, je ne l'avais jamais vu inscrite au journal officiel. Mais vous ne croyez pas que de nombreux hauts fonctionnaires ont des délégations de signature? Et je me permets, il y a un point essentiel qu'on n'a pas abordé, c'est que cette démondialisation, cette démondialisation du monde entier qui est en train de se passer, le problème qu'on a, c'est que nous sommes dans l'Union européenne, parce que la France n'a pas eu le courage d'en sortir, les Français n'ont pas eu le courage. Et donc, l'Union européenne est à contre... C'est Sarkozy qui nous a trahis là-dessus. L'Union, oui, et les Français, il n'y a pas que lui. Les Français sont plutôt favorables à rester, hein. Et si a priori on interroge les Britanniques... il serait plutôt pour revenir. Ce qui est très important, c'est qu'on se retrouve à contre-courant complet en Europe, puisque l'Union européenne, son ADN, c'est le libre-échange. Et comme l'a dit Claude Janvier, l'Union européenne a signé cette année encore des accords de libre-échange pour plus de mondialisation avec la Nouvelle-Zélande, avec le Chili. Elle veut le signer avec l'Amérique du Sud, avec le Mercosur. Donc en fait, nous sommes les dindons de la farce, comme le disait Laurent aussi, c'est-à-dire que en plein mouvement de démondialisation économique, nous allons vers la mondialisation. Donc ça va être vraiment la ruine économique pour... Laisse-moi finir, François. C'est la ruine économique pour la France qui s'annonce tant qu'elle reste dans l'Union européenne, parce que l'Union européenne c'est pas l'occasion d'un sursaut, ça. Mais est-ce que c'est pas ça qui doit faire parce que l'Union européenne, son ADN, c'est le libre-échange depuis le début, depuis le traité de Rome. Elle ne changera pas, elle est dominée par les Allemands, et tant qu'on restera dans l'Union européenne, les Français couleront, on sera dans la tristesse, la résignation. Donc Français, ouvrez les yeux, revenez à un destin national et ayez le courage de voter contre l'Union européenne. Il y en a déjà 36%. Philippe Murer, vous venez de créer un mouvement politique. Vous pensez véritablement qu'en disant ça aux Français qui sont ultra favorables à l'Union européenne, qui sont ultra favorables à l'euro, qui ont envie de circuler... Mais pas du tout.
Ils sont 36%, alors qu'on n'en parle jamais dans les médias, que les souverainistes sont interdits des Vous croyez médias. que c'est une manière de Mais se les faire élire souverainistes sont interdits des médias ou pas, Franck? Est-ce que, Tanguy, est-ce que vous voyez beaucoup de souverainistes à France Inter, à Europe 1, à CNews et dans toutes les radios? Aucun. Il n'y a que sur TV Liberté qu'on en reçoit. Mais Souverainistes. finalement, parce Et que ça donc, intéresse assez peu de monde, bien sûr les que non. résultats aux élections sont faibles. 36% des Français sont souverainistes. 2 sondages l'ont montré. Vous les avez pas vus, Franck? 36%. Et quand on a 36% des Français qui sont pour une cause aussi importante, alors que les médias n'en parlent pas, ça veut dire que si on en parlait un petit peu, on monterait facilement à 50%. J'aurais plein d'arguments contre ça, hein, à commencer par le RN, qui, depuis qu'il a abandonné ses thèses souverainistes, fait des scores qui sont plus élevés. Parce que depuis qu'il les a abandonnés, il va de plus en plus dans les médias. Il y a 7 ans, il allait très peu dans les médias, malgré les scores. Aujourd'hui, il y va. Voilà comment le système te met dans la nasse souverainiste. Merci. Le temps est écoulé. François, ce sera très bref, s'il vous plaît. La première chose, c'est que ce qui vient d'être décrit est précisément ce qui provoque le réveil des peuples dont on a parlé aux États-Unis et ailleurs. C'est-à-dire les deux mouvements existent. Ceux qui tiennent les ficelles, les mondialistes, etc., cherchent forcément à forcer, d'où cette commission dont on a parlé, mais les peuples se rendent parfaitement compte de ça, et c'est ça qui provoque cette révolte populaire contre ça. Voilà. Alors, par ailleurs, en ce qui concerne l'Europe, je pense qu'il y a, en fait, c'est parce qu'on comprend pas l'évolution psychologique. Tant que les choses ne marchent pas trop mal, on se dit, tant que j'ai une couverture, autant la garder. Donc, le temps, je veux dire, on est dans le temps de la frilosité. On dit, ne bougeons pas. Mais à un moment donné, ça fonctionne plus. Et même aujourd'hui, je pense, un certain nombre de personnes dans les classes supérieures se rendent compte que ça ne fonctionne plus. Et moi, j'attends le moment où ça soit véritablement notoire et clair comme tout le monde. À ce moment-là, ça bougera. Et là, vous pensez à un basculement. Et je pense que c'est à ce moment-là que les souverainistes qui font aujourd'hui 2% vont monter à 10 ou plus. Je pense que le temps n'est pas véritablement venu de la... 36% de gens qui veulent sortir de l'Union européenne, de Français. Trump vient de le montrer, là aussi. Vous avez parlé du prophète tout à l'heure, donc on entend le prophète Martin qui nous annonce après l'élection de Trump. Je pense que on va vers une montée indéniable des souverainistes, c'est évident. Messieurs, on va s'arrêter là pour le deuxième sujet. Claude Janvier est très frustré, mais on va se retrouver dans quelques secondes. Oui, c'est ça. On va se retrouver dans quelques secondes pour la troisième partie avec des coups de gueule et des coups de cœur. Tout le monde a bien bossé. On va voir ça. À tout de suite. Rebonjour, donc coup de gueule, coup de cœur, c'est Laurent Arthur Duplessis qui s'y colle. Vous commencez par un coup de gueule ou un coup de cœur? Un coup de cœur d'abord, sur Internet, au sujet d'Internet et des réseaux sociaux. Oui. Hillary Clinton a récemment donné une interview où elle se lamentait de l'importance croissante de la communication par Internet et les réseaux sociaux qui, disait-elle, et supplantait de plus en plus les canaux classiques. Elle parlait des États-Unis, mais ça vaut pour l'Europe aussi. Et justement, je crois que, par exemple, le vote Trump massif de cette nuit n'aurait pas pu se produire sans l'influence d'Internet et des réseaux sociaux. Les canaux classiques perdent de plus en plus leur monopole. Alors c'est vrai que les patriotes, par exemple en France, n'ont pas encore accès aux canaux classiques, mais réjouissons-nous du développement accéléré de TV Liberté, de Radio Courtoisie, actuellement qui est en plein renouveau, de Géopolitique Profonde et de bien d'autres sites glorieux qui véhiculent la bonne parole et qui sont de plus en plus regardés par les classes d'âge les plus jeunes. Et c'est plutôt les anciens qui sont fixés sur les canaux classiques, et c'est les plus jeunes qui regardent le 109, le sans frais, qui est branché sur Internet et les réseaux sociaux. Donc l'avenir est pour nous. Ok, très bien. Ça, c'était votre coup de cœur. Et quel est votre coup de gueule, Eh bien, sur Mark Rutte, qui est l'ancien Premier ministre hollandais, qui est devenu patron de l'OTAN, et qui continue sur cette ritournelle belliciste de l'OTAN. Alors, j'espère que Trump va le débrancher, d'une manière ou d'une autre. Mais on voit bien cette espèce de tunnel
dans lequel il se trouve, et en plus, j'ai l'impression qu'il y croit. Qu'est-ce qui vous a attiré votre attention dernièrement venant de Mark Rutte? Eh bien, c'est que sitôt sa prise de fonction, il a aussitôt embrayé sur des déclarations agressives, bellicistes, anti-russes et alarmistes. Les chars russes vont être sur les Champs-Élysées bientôt, si nous n'y prenons pas garde. D'accord. Les Polonais vont se mettre en travers. Il a pas bien senti le vent de l'histoire, celui-là. Ok, merci beaucoup. Alors, Claude Janvier, le nouveau, vous avez travaillé. Alors, Claude Janvier, c'est le bon élève. Alors, c'est sa première fois, donc en même temps, on verra les prochaines fois. Mais globalement, il a écrit un coup de gueule et un coup de cœur. Vous commencez par quoi? Je les ai minutés en plus, voyez-vous. Je commence par le coup de gueule, comme ça je finirai par le coup de cœur. Parfait, allons-y. Enfin, ça me semble bien. Okay. Bon, moi, mon coup de gueule, ça concerne les génocides, parce que de génocide en génocide, de guerre en guerre, et de mémoriaux en mémoriaux, c'est-à-dire où on voit les belles phrases, plus jamais ça, force est de constater que 30, 50 ans, 70 ans plus tard, ça recommence. Ça recommence d'ailleurs sur n'importe quelle partie du globe. Donc je pense réellement qu'il est vraiment temps que ça s'arrête. Parce que ça peut continuer comme ça. On cesse de célébrer la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Première. Et puis, cesser de célébrer, oui et non, par respect à ceux qui sont morts. Mais je veux dire, je pense qu'il est temps, effectivement, d'appliquer ce que disait Paul Valéry, je crois, en 1936 ou 1939, c'est que les guerres, en réalité, sont faites avec une majorité de gens qui ne se connaissent pas mais qui s'entretuent, au profit d'une minorité de gens qui se connaissent très bien mais qui ne s'entretuent jamais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette idéologie mortifère, et surtout de l'élite, je dirais, anglo-saxonne, parce que c'est réellement ça, de l'oligarchie financière mondiale apatride, cette haine du peuple, ce mépris viscéral envers les peuples, il est temps de comprendre que nos dirigeants, bien souvent, ne nous veulent pas du bien. Et donc, c'est ça qu'il faut réellement comprendre. C'est cette violence cachée au nom de l'intelligence est vraiment à bannir. Très bien, ça c'était votre coup de gueule. Votre coup de cœur. Alors mon coup de cœur. Tout en bleu, écrit en bleu. Oui, en bleu. Alors en rouge, c'est républicain. En bleu, c'est démocrate. Je plaisante. Mon coup de cœur, c'est que je pense que le futur n'est pas écrit. En réalité, tout peut changer. C'est vrai qu'on a affaire quand même à des enjeux qui sont malheureusement très, très grands, très importants. Il y a des complexes militaro-industriels au pouvoir. Il y a une oligarchie financière internationale au pouvoir. Mais tout peut changer parce que l'être humain est capable aussi de bonnes réalisations. L'être humain a été capable de construire des cathédrales, l'être humain a été capable de construire un viaduc de Millau, le pont de Normandie, est capable de trains merveilleux, d'avions incroyables. Mais l'être humain est aussi capable de produire des vaisseaux de guerre et des bombes. Donc je pense qu'il est temps effectivement de comprendre que si une majorité de gens voulaient vraiment que la paix s'installe sur cette planète, ils arrêteraient de faire confiance à une minorité de gens qui implacablement sont souvent, trop souvent à la tête de pays ou de consortiums qui vont alimenter des intérêts privés, et qu'il faut vraiment arriver à cerner réellement qui sont les véritables commanditaires, et que chaque personne peut y mettre fin. Merci beaucoup. Mais alors là, vous me sidérez par votre utopisme presque béat. Il demande la responsabilité de chacun. C'est la responsabilité de chacun. Je pense qu'on peut le faire. On peut le faire. J'entends. On peut le faire. Très voilà. bien. Merci beaucoup. Alors, François Martin, vous avez un coup de gueule et un coup de cœur. Vous commencez par quoi? Mon coup de cœur, c'est Trump. Vous êtes tombé amoureux de Donald. Je suis pas amoureux de Donald. Le Donald vous a séduit. Mais il faut reconnaître que ce qu'il a fait est quand même totalement extraordinaire, hors du commun. Parce que c'est un pays qui est totalement verrouillé par les oligarchies, à la justice, à la CIA, la presse, les juges, etc. Quand on pense que le laptop du fils Biden est toujours sur le bureau du ministère de la Justice et que ce type n'a pas été condamné, alors qu'il y a 450 chefs d'inculpation, dont le fric qu'il a piqué en Ukraine, etc., etc. Ce que Trump a réussi à faire, c'est totalement extraordinaire. Il a résisté à tout, au procès, etc. Ne parlons même pas des 3 tentatives de meurtre. Et le plus difficile, je pense, c'est que quand il est arrivé la première fois, il a senti que le peuple était laissé pour compte, qu'il y avait une affaire à prendre parce que les démocrates s'étaient retirés, s'étaient boboisés. Il a pris le coup, mais il est arrivé quelque part par effraction.
Et ensuite, il s'est fait balancer par le système en 2020. Et il a réussi à convertir la totalité ou presque, à reprendre le contrôle de son propre parti, ce qui était excessivement difficile, parce que la plupart des républicains étaient, je rappelle, des rhinos, Republicans in name only, mais ils étaient là pour voter les crédits de guerre et pour faire du fric avec les démocrates. Et il a réussi, par le mélange de persuasion, de violence, etc., à en faire un parti à sa main. Et ça, ce qui gagne aujourd'hui, c'est aussi et surtout, à mon avis, la réussite de ce travail préparatoire phénoménal. Donc, il me fait penser quelque part à Charles de Gaulle. On verra ce qui sortira, mais moi, une trempe de cette nature, parce qu'il fait le rousteau, mais quand vous écoutez ses discours à l'ONU, ils sont absolument magnifiques. Ils sont magnifiques. Donc, moi, en tant qu'homme politique, je tire mon chapeau à ce type pour sa force de caractère et son intelligence. Ça, c'était votre coup de cœur. Et votre coup de gueule, il est sur quoi ? Mon coup de gueule, ce sont les élites droits de l'homiste occidentales et européennes en particulier, l'Europe, la patronne des droits de l'homme, qui sont prêts à faire tuer des millions d'Ukrainiens sans jamais dire cessez le feu, arrêtez la guerre. Il y a 500 000 Ukrainiens qui sont morts aujourd'hui. Demain, il y en aura 1 million si on continue. Et on continue à les tuer. Et nous, on dit encore plus d'argent pour l'Ukraine, encore plus. Donc, où sont les droits de l'homme ? Et à Gaza, c'est pareil. Il y a pas, on répète dans les médias, il y a 40 000 morts. Il n'y a pas 40 000 morts à Gaza, il y a 200 000 morts ou 250 000 morts. Parce qu'il n'y a plus personne qui compte, tellement c'est désorganisé. Donc ils sont sous les bombes, ou ils sont morts de faim, ou ils ont la poliose. C'est une horreur absolue. Et nous, on bouge pas. On continue à dire Israël a le droit de se défendre. C'est une horreur ce qu'on voit. Ces élites européennes me dégoûtent au plus haut point. C'est ça mon coup de gueule. Merci beaucoup. Ouf, là, j'ai pris un coup sur la cafetière, je vais vous dire. Merci François. Alors Philippe, vous allez me remonter le moral. Vous avez un coup de gueule. Non, parce que je vais commencer par le coup de gueule. Okay, donc je vais pas non, mais remonter le moral. Franck, désolé. C'est ce que disait Jean Cocteau. Il disait Marlène Dietrich, un nom qui commence par un coup de fouet et qui commence par une caresse. Et après, je vais vers le meilleur, vers le coup de cœur pour terminer, quoi. Exact. En fait, le coup de gueule, c'est contre le ministre de l'économie, Antoine Armand, qui passe son temps à dire dans tous les médias que l'économie française va mal. Et le message, très clairement, il faut qu'on se réveille, il faut que les Français travaillent davantage. Donc en fait, moi je ne peux plus supporter cette caste qui se targue de diriger le pays, qui entraîne la France dans les abîmes, dans l'abysse même, et qui refuse toutes les responsabilités de dirigeants qu'ils ont pris, en nous disant finalement, parce qu'on peut traduire sa phrase, ce n'est pas de notre faute, nous dirigeants, si l'économie que nous dirigeons va mal, c'est de la faute de toi, Français moyen, fainéant, qui ne travaille pas assez. Et c'est mon coup de gueule parce que je ne supporte plus cette caste méprisante et incompétente, et il faut absolument la dégager. Ok, très bien. Coup de gueule. Alors, comment vous allez me réconforter le moral, Le coup Philippe ? de cœur. Le coup de cœur de l'Union et de ces 3 héros américains. Malheureusement, ils ne sont pas français. Ça sera demain, ces héros français, que sont Elon Musk, Tulsi Gabbard. Je ne sais pas qui c'est. Alors, Elon Musk pour la liberté d'expression et Twitter. Tulsi Gabbard, c'est une ancienne représentante donc à la Chambre des représentants des États-Unis, ancienne militaire et qui se bat pour la paix. D'accord. Et qui est extrêmement connu aux États-Unis. Ok. Et Robert Kennedy Jr., que vous connaissez, et qui se bat pour la santé des Américains. Et en fait, face au péril grave que le camp démocrate était en train d'entraîner vraiment la nation américaine aussi dans les abysses et la division, eh bien, Elon Musk, Tulsi Gabbard, Robert Kennedy Jr., en fait, ont décidé, c'est d'anciens démocrates, il y a quelques années, ils ont décidé de s'unir derrière le président Trump pour redresser la situation et pour gagner la souveraineté nationale contre le mondialisme, tout simplement. Parce que, et chacun de son côté, c'est-à-dire chacun à sa manière, c'est-à-dire la liberté d'expression pour Elon Musk, contre la censure du camp démocrate. Pour Tulsi Gabbard, c'est le combat pour la paix contre les bellicistes du camp démocrate néoconservateur au pouvoir. Et pour Robert Kennedy, c'est la lutte pour la santé des Américains contre Big Pharma. Donc ça, je veux dire, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer ? C'est que les souverainistes français en prennent de la graine. Parce que ils ont mis il faut mettre nos querelles et nos égos de côté.
pour l'union, pour rassembler toutes les forces du camp souverainiste dans un grand parti commun. Et c'est à ce moment-là, c'est la façon la plus simple et la plus rapide pour retrouver la souveraineté nationale, l'indépendance nationale, sortir de l'Union européenne et retrouver une France libre et souveraine. Vaste projet, comme disait le général. C'est tout mon de Gaulle. combat. Ok, très bien. Merci beaucoup. Messieurs, merci de votre participation, de votre alacrité, de votre humeur. Claude Janvier, on se reverra. Et Volontiers. Parfait. Et bien, messieurs, mesdames qui nous suivez, on se retrouve dans 15 jours et on aura de nouvelles actualités à se mettre sous la dent. À bientôt.